Depuis février 2022, l'Ukraine est au cœur de l'attention mondiale, confrontée à une guerre dévastatrice qui a redéfini son rôle militaire et politique sur la scène internationale. Autrefois perçue comme une puissance militaire régionale, l'Ukraine a vu son armée mise à rude épreuve face à un adversaire largement supérieur en termes de ressources, la Russie. Après presque 3 ans de conflit, est-ce que l'armée ukrainienne est réellement en train de s'affirmer comme une puissance militaire durable, ou est-ce qu'elle est irrémédiablement affaiblie par les pertes humaines, matérielles et logistiques? C'est ce qu'on te propose de découvrir dans cette vidéo, en explorant l'histoire et les composantes de l'armée ukrainienne, mais aussi son état actuel et les défis qu'elle doit relever pour assurer sa survie et son avenir. Les racines de l'armée ukrainienne remontent aux Cosaques Zaporog du XVIe siècle. Ces guerriers, organisés en formations autonomes, défendaient les territoires ukrainiens contre les invasions ottomanes, polonaises et russes. Les Cosaques symbolisent encore aujourd'hui l'esprit d'indépendance ukrainien. Après la révolution russe de 1917, l'Ukraine a déclaré son indépendance et a formé la République populaire ukrainienne. Cependant, cette indépendance a été de courte durée, car les forces soviétiques ont rapidement envahi et repris le contrôle de l'Ukraine, qui fut intégrée à l'Union soviétique en 1922. Sous le régime soviétique, l'Ukraine faisait partie intégrante de l'armée rouge. Beaucoup d'Ukrainiens ont donc servi dans cette armée, jouant un rôle clé lors de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, la Crimée, devenue une base militaire majeure, et la région du Donbass, très industrialisée, ont permis à l'Ukraine de devenir un centre stratégique pour l'URSS. De plus, dans les années 1980, l'Ukraine abritait le 3e plus grand stock d'armes nucléaires au monde, héritage qui a compliqué la transition vers l'indépendance lorsque l'URSS s'est effondrée. Après la dislocation de l'Union soviétique en 1991, l'Ukraine est devenue indépendante. Ainsi, l'armée ukrainienne a été officiellement fondée le 6 décembre 1991. Le pays a hérité d'un vaste arsenal militaire et d'un personnel nombreux, mais a également dû gérer la question des armes nucléaires. En 1994, l'Ukraine a signé le mémorandum de Budapest, renonçant à ses armes nucléaires en échange de garanties de sécurité de la part de la Russie, des États-Unis et du Royaume-Uni. Avec cette promesse de sécurité, le pays a investi peu dans la modernisation de son armée au cours des 2 décennies suivantes. En 2014, l'armée était en grande partie désorganisée et sous-équipée, une faiblesse que la Russie a exploitée lors de l'annexion de la Crimée. La même année, des séparatistes pro-russes ont déclenché un conflit armé dans les régions orientales de Donetsk et de Louhansk. Face à cette situation, l'Ukraine a dû renforcer rapidement son armée, avec l'aide de volontaires et de milices locales, mais surtout de l'aide internationale. L'armée a alors reçu de l'équipement, une formation et un soutien de conseillers militaires de l'OTAN et des États-Unis. Elle a également adopté de nouvelles stratégies et doctrines militaires, passant d'une structure soviétique à une approche plus moderne. En février 2022, la Russie a lancé une invasion de grande envergure contre l'Ukraine. Grâce aux réformes précédentes, à l'entraînement fourni par l'OTAN et à une connaissance accrue du terrain, les forces ukrainiennes ont réussi à défendre Kiev et à repousser l'armée russe dans plusieurs régions. Mais pourquoi ce conflit a éclaté ? Lorsque l'Union soviétique s'effondre en 1991, l'Ukraine devient indépendante mais reste liée à la Russie par des liens culturels, économiques et politiques. La Russie conserve notamment une grande influence, particulièrement dans les régions de l'Est de l'Ukraine et en Crimée, où se trouve une majorité de russophones. Le tournant de 2014 est essentiel pour comprendre le conflit actuel. En février 2014, après des mois de manifestations pro-européennes connues sous le nom de révolution de Maïdan, le président ukrainien pro-russe, Viktor Yanukovych, est destitué. Peu après, la Russie annexe la Crimée, un territoire stratégique crucial pour ses bases navales en mer Noire, et soutient les séparatistes dans les régions ukrainiennes de Donetsk et Louhansk dans le Donbass. Ainsi, en février 2022, après plusieurs mois de tensions et de déploiement de troupes près des frontières ukrainiennes,
la Russie lance une invasion militaire massive en prétendant vouloir démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Mais c'est surtout parce que le pays voit l'expansion de l'OTAN en Europe de l'Est et notamment l'intérêt croissant de l'Ukraine pour un rapprochement avec l'Alliance comme une menace directe à sa sécurité. En effet, Moscou considère que l'Ukraine, si elle devient membre de l'OTAN, pourrait devenir une base avancée de l'Occident à ses frontières. De plus, le président russe, Vladimir Poutine, défend une vision dans laquelle l'Ukraine est historiquement et culturellement liée à la Russie. Il a souvent décrit la perte de l'Ukraine comme une catastrophe géopolitique et considère son intégration dans les sphères d'influence occidentales comme inacceptable. Maintenant que tu comprends un peu mieux l'histoire de l'armée ukrainienne, regardons sa composition. Les forces armées ukrainiennes sont composées de plusieurs branches principales. Il y a les forces terrestres qui constituent le pilier central de la défense ukrainienne. Elles sont chargées de la protection du territoire, des opérations de combat terrestre et des opérations de défense des zones urbaines et rurales. Les forces terrestres ukrainiennes disposent d'un large éventail d'équipements, bien que la majorité de ceux-ci soient des armes héritées de l'époque soviétique, modernisées et complétées par du matériel occidental récent. Par exemple, l'Ukraine possède encore de nombreux chars T-64, T-72 et T-80 d'origine soviétique, mais l'appui international lui a permis d'acquérir des chars modernes, notamment le Léopard 2, les Challenger 2 et les M1 Abrams, qui font partie des meilleurs tanks au monde. De plus, l'artillerie est l'un de ses atouts majeurs, en particulier avec l'ajout de systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS fournis par les États-Unis et de canons César français qui offrent une mobilité et une précision de tir accrue. Les forces ukrainiennes sont également équipées de missiles anti-chars Javelin fournis par les États-Unis, qui sont très efficaces contre les véhicules blindés. Il y a aussi les forces aériennes, qui assurent la défense aérienne de l'Ukraine et participent aux opérations offensives et défensives, principalement avec des avions de combat, des hélicoptères et des drones. Ces derniers sont d'ailleurs énormément utilisés dans le conflit. De plus, l'aviation militaire ukrainienne utilise des chasseurs MiG-29 et Su-27 pour la supériorité aérienne. Pour les missions d'attaque au sol, elle déploie des avions Su-24M et Su-25 capables de frapper des cibles avec précision et de soutenir les troupes au sol. La défense aérienne ukrainienne repose également en grande partie sur des systèmes soviétiques, tels que le BUK et le S-300, mais elle a récemment reçu des systèmes modernes, comme le NASAMS et le IRIS-T, ainsi que des systèmes patriotes américains qui offrent une couverture cruciale contre les missiles et drones ennemis. L'Ukraine utilise également des drones pour la reconnaissance et les frappes, y compris des drones Bayraktar TB2 fournis par la Turquie. Elle a aussi reçu des drones américains comme le Switchblade, un drone kamikaze, et utilise aussi des drones de fabrication locale pour le renseignement et les frappes de courte portée. On peut aussi parler des forces navales. Bien que la marine ukrainienne ait perdu une grande partie de sa flotte lors de l'annexion de la Crimée en 2014, elle conserve une présence stratégique en mer Noire et en mer d'Azov. Ainsi, l'Ukraine a reçu des patrouilleurs modernes de la part des États-Unis, comme les Island Class. De plus, grâce à l'appui de ses alliés, l'Ukraine dispose désormais de missiles anti-navires tels que les Harpoon fournis par les États-Unis et d'autres systèmes côtiers. Il y a également les forces d'opération spéciales qui sont spécialisées dans les opérations de renseignement, de sabotage et d'infiltration et qui jouent un rôle crucial dans les opérations sur le terrain, en particulier dans les zones sous occupation ou en conflit intense. Enfin, on retrouve les forces de défense territoriale. Créées pour mobiliser rapidement des réservistes et des volontaires, elles ont pour mission de protéger les infrastructures civiles et stratégiques de l'Ukraine. On voit donc que le soutien occidental a été décisif pour l'armée ukrainienne. Depuis 2014, l'Ukraine a reçu des milliards de dollars d'aide militaire en provenance des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Union européenne et d'autres alliés. Cette aide comprend non seulement des armes et des équipements, mais aussi de la formation et des renseignements. Par exemple, les États-Unis ont envoyé des missiles anti-chars Javelin et Stinger, des systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS
des véhicules blindés et des drones de surveillance, tout en offrant des programmes de formation pour les soldats ukrainiens. Le Royaume-Uni a également apporté une aide importante, notamment en envoyant des missiles anti-navires Harpoon, des vêtements et équipements de protection et en proposant des formations militaires, y compris sur les tactiques de combat urbain. L'Union européenne a contribué par des fonds pour l'achat d'équipements militaires, des renseignements et un appui logistique, ainsi que des programmes de soutien pour les familles des militaires ukrainiens. D'autres alliés, comme le Canada, la Pologne et les pays baltes, ont fourni des équipements médicaux, du matériel de communication, des armes légères et des munitions. Ces contributions ont non seulement renforcé la capacité de défense de l'Ukraine, mais ont aussi amélioré la formation et la préparation de ses forces armées. Regardons un peu plus près les relations qu'a l'Ukraine avec l'Europe, l'OTAN et les États-Unis, ses principaux alliés. Les relations entre l'Ukraine et l'Europe ont pris une importance croissante depuis l'indépendance ukrainienne en 1991. À travers les années, l'Ukraine a intensifié ses liens politiques, économiques et culturels avec l'Union européenne, aspirant à une intégration plus poussée et à un futur européen stable. Après son indépendance, cherchant sa place sur la scène internationale et voulant s'éloigner de l'influence russe, l'Ukraine a ainsi adhéré au Conseil de l'Europe en 1995 et signé des accords de partenariat avec l'Union européenne, exprimant son souhait de renforcer ses liens avec le bloc européen. Dans les années 2000, la volonté de l'Ukraine de se rapprocher de l'Europe s'est intensifiée. Mais les gouvernements successifs ont navigué entre pression russe et aspirations européennes, retardant des décisions d'intégration. Ensuite, l'annexion de la Crimée en 2014 a profondément transformé les relations, les poussant vers une collaboration plus étroite en matière de sécurité, de défense et de soutien politique. En 2017, l'Ukraine a signé un accord de libre-échange facilitant les échanges commerciaux et rapprochant les standards ukrainiens de ceux de l'Union européenne. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, en février 2022, a marqué une nouvelle étape dans les relations euro-ukrainiennes. L'Europe, solidaire face à cette agression, a adopté une position ferme en soutenant le pays à plusieurs niveaux, notamment avec une aide militaire, humanitaire et financière. On peut par exemple parler de la France. Depuis le début du mois de septembre 2024, le pays a formé et équipé une brigade entière de l'armée ukrainienne. Cette formation complète, au profit des 2300 soldats de la brigade Anne de Kiev, mobilise 1500 militaires français. Ce programme, développé en concertation avec les Ukrainiens, vise à offrir une formation au plus proche des conditions réelles de combat. Au terme de celle-ci, la brigade ukrainienne devrait être pleinement opérationnelle et équipée de 128 véhicules de l'avant blindés, 18 canons César, 18 blindés de reconnaissance AMX-10 RC, 10 TRM ainsi que 20 postes Milan. Il faut savoir que l'entraînement, articulé en plusieurs phases successives, débute par une phase technique axée sur le matériel et la formation des soldats, puis par une formation des bataillons d'infanterie, et enfin par l'intégration des capacités interarmes à l'échelle du bataillon et ensuite de la brigade. Cette formation complète inclut donc de l'équipement, la formation, les munitions et le soutien. Actuellement, la France est le seul pays à mettre en œuvre un tel projet. En juin de la même année, Emmanuel Macron avait déjà annoncé la livraison d'avions de chasse Mirage 2005 avec des pilotes et mécaniciens ukrainiens déjà en formation. Parallèlement, la France a aussi aidé à la préparation des pilotes pour voler sur des F-16 américains. En revenant à l'Union européenne, les États membres ont aussi adopté plusieurs vagues de sanctions économiques contre la Russie pour affaiblir sa capacité à poursuivre la guerre. Ces sanctions incluent des restrictions sur les exportations énergétiques russes, le gel d'avoirs et la suspension de nombreux accords commerciaux. En juin 2022, l'Union européenne a officiellement accordé à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion, un signe fort de soutien qui montre la volonté de l'Europe de voir l'Ukraine rejoindre le bloc communautaire dans le futur, bien que le processus d'intégration complet prenne plusieurs années. Passons maintenant à l'OTAN. Les liens entre l'Ukraine et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord sont complexes et ont évolué au fil des décennies.
À son indépendance, le pays a initié des relations avec l'OTAN pour garantir sa sécurité et son intégrité territoriale. Il a alors rejoint le Conseil de coopération nord-atlantique, une plateforme permettant à l'OTAN d'interagir avec ses partenaires dans la région. En 1994, l'Ukraine a signé le Programme de partenariat pour la paix, une initiative conçue pour renforcer la coopération militaire. Ce programme a permis à Kiev de participer à des exercices militaires conjoints et d'accéder à des formations et des échanges avec les pays membres de l'OTAN. Au début des années 2000, l'Ukraine a exprimé un intérêt plus prononcé pour l'intégration avec l'OTAN, avec une volonté croissante de s'aligner sur les standards occidentaux. En 2002, le président ukrainien de l'époque, Leonid Kuchma, a annoncé pour la première fois que l'Ukraine visait une adhésion. En 2003, l'OTAN et l'Ukraine ont signé un accord de partenariat intensifié, qui a élargi la coopération bilatérale en matière de défense et de réforme militaire. Au même moment, le mouvement pro-OTAN grandit de plus en plus. En 2014, avec l'annexion de la Crimée, l'Ukraine voit l'OTAN comme un partenaire crucial pour sa sécurité. Les deux parties ont donc intensifié leur coopération militaire, avec une assistance accrue de l'organisation pour moderniser les forces armées ukrainiennes, améliorer la cybersécurité et renforcer la formation militaire. D'ailleurs, en 2014, elle a créé un programme de fonds d'affectation spéciale pour aider l'Ukraine dans des domaines comme le commandement et le contrôle, la logistique et la médecine militaire. L'OTAN a également fourni de l'équipement non létal, comme des dispositifs de communication et du matériel médical. En 2017, le Parlement ukrainien a formalisé l'adhésion à l'OTAN comme objectif stratégique. En 2020, l'Ukraine a obtenu le statut de partenaire d'opportunité renforcée, une distinction qui permet au pays de participer davantage aux activités de l'Alliance, notamment les exercices militaires et les échanges de renseignements. L'invasion russe de février 2022 a provoqué une mobilisation sans précédent des alliés en faveur de l'Ukraine et a fourni un soutien matériel massif. Les pays membres ont expédié des armes, des équipements de défense, des systèmes de renseignement et de surveillance, contribuant ainsi directement aux capacités de défense de l'Ukraine. L'OTAN a également renforcé la défense de ses propres frontières orientales, en déployant davantage de forces dans les pays membres voisins de l'Ukraine, tels que la Pologne, la Roumanie et les États baltes. En parallèle, les exercices militaires ont été intensifiés dans ces pays pour dissuader toute extension du conflit. Le dernier allié important sont les États-Unis, principale aide de l'Ukraine. Par exemple, en avril 2024, un plan est approuvé par le pays avec comme objectif de renforcer les capacités de défense ukrainiennes face à l'invasion russe. Cette décision marque un tournant majeur dans le conflit, témoignant de la détermination américaine à soutenir Kiev sur le long terme, à travers un volet d'assistance militaire sans précédent. Ainsi, 61 milliards de dollars seront débloqués pour fournir à l'Ukraine un éventail complet d'équipements de pointe, allant des systèmes de défense anti-aérienne aux munitions de précision, en passant par les véhicules blindés. Mais cette aide ne se limitera pas à un simple transfert d'équipements. Un volet important du plan prévoit également la formation intensive des forces ukrainiennes à l'utilisation de ces nouveaux systèmes d'armes. Cette aide substantielle vise à combler les lacunes capacitaires de l'armée ukrainienne et à lui donner les moyens de résister durablement à l'offensive russe. Mais au-delà de l'aspect purement militaire, cette initiative revêt également une dimension stratégique cruciale pour les États-Unis. En s'engageant aussi massivement aux côtés de l'Ukraine, Washington envoie un signal fort à Moscou, réaffirmant son soutien indéfectible à la souveraineté et à l'intégrité territoriale ukrainienne. Il est donc clair que l'Ukraine doit sa survie à l'aide internationale. Pourtant, une partie de cette aide pourrait bientôt s'arrêter. En effet, l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Ukraine sous la présidence de Donald Trump est incertain et dépendra de plusieurs facteurs. De même avec la Russie. D'ailleurs, Vladimir Poutine a déclaré que l'évolution des relations russo-américaines dépendra de la volonté des États-Unis d'engager un dialogue ouvert. Trump, de son côté, a exprimé son intention de maintenir un dialogue avec la Russie.
Il a même eu des échanges avec Vladimir Poutine peu après sa réélection, discutant de la possibilité de mettre fin au conflit en Ukraine. Trump a souvent répété son intention de résoudre le conflit rapidement, ce qui montre son intérêt pour un dialogue continu avec la Russie. Il faut savoir qu'il a exprimé des positions variées sur la guerre russo-ukrainienne. Trump a promis de négocier une fin rapide au conflit, ce qui pourrait impliquer des concessions importantes de la part de l'Ukraine. De plus, il a critiqué le montant de l'aide financière et militaire que les États-Unis fournissent au pays, suggérant que cet argent pourrait être utilisé pour des priorités américaines. Pourtant, l'Ukraine est très dépendante de cette aide pour soutenir ses efforts de défense. Une réduction de ce soutien sous la présidence de Trump pourrait donc affaiblir la position de l'Ukraine dans le conflit. Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé son espoir de continuer à travailler avec les États-Unis pour renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays. Ainsi, Zelensky espère que les États-Unis resteront un allié clé dans la lutte de l'Ukraine pour sa souveraineté et son intégrité territoriale. Cependant, les élections américaines n'ont pas été le seul tournant dans le conflit russo-ukrainien. En effet, le mois d'octobre et de novembre 2024 ont été particulièrement agités. Au début du mois d'octobre 2024, on apprend que plus de 15 000 désertions dans l'armée ukrainienne ont eu lieu depuis le début de l'année 2024, soit 5 fois plus qu'en 2022. Ainsi, alors qu'elle est déjà en manque d'effectifs face aux forces russes, l'armée ukrainienne ne peine pas seulement à recruter 500 000 nouveaux soldats, mais doit faire face en parallèle à une forte augmentation des désertions dans ses rangs. Dans un reportage de CNN, 6 commandants d'unités ukrainiennes expliquent que le problème des désertions touche surtout les jeunes recrues. Ils expliquent: tous les soldats mobilisés ne quittent pas leur poste, mais la majorité le fait. Quand les nouveaux arrivent ici, ils voient à quel point c'est difficile. Ils voient beaucoup de drones ennemis, d'artillerie et de mortiers. Ils ajoutent: ils se rendent une fois sur les lieux et s'ils survivent, ils ne reviennent jamais. Soit ils abandonnent leur position, soit ils refusent d'aller au combat, soit ils essaient de trouver un moyen de quitter l'armée. Le sujet est suffisamment grave pour qu'il fasse l'objet d'une communication officielle des autorités à Kiev, chiffre à l'appui, alors que les parlementaires discutent d'une révision de la législation afin d'alléger les sanctions contre les déserteurs et de faciliter leur retour au sein des forces. Depuis avril 2024, tout homme de 25 ans ou plus peut être appelé pour rejoindre les brigades de l'armée ukrainienne. En octobre, plusieurs jeunes qui n'avaient pas répondu à leur convocation ont été embarqués de force, parfois de manière extrêmement violente. Ainsi, dans les rues des grandes villes du pays, des milliers d'hommes en âge de combattre vivent dans la peur d'être arrêtés par les autorités et d'être recrutés de force. Il faut savoir que Kiev a récemment annoncé prévoir de mobiliser 160 000 personnes entre novembre et février. Le gouvernement cherche aussi à recruter parmi les centaines de milliers d'hommes ukrainiens vivant en Europe, notamment en Pologne et en Allemagne. Ainsi, alors que le conflit dépasse les 1000 jours de guerre, l'état des forces militaires est très défavorable aux Ukrainiens. Kiev a épuisé ses meilleures troupes et le moral est en berne alors que les désertions sont en hausse. Les actualités s'enchaînent également en novembre 2024. Le 17 novembre, on apprend que Washington a donné son feu vert à l'Ukraine pour tirer sur le sol russe avec ses missiles de longue portée, ce que le Kremlin avait présenté comme une ligne rouge. En effet, en septembre de la même année, Vladimir Poutine avait prévenu que si le pays tirait sur le territoire russe avec de tels missiles occidentaux, cela signifierait que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie. Cette décision intervient 2 mois avant la passation de pouvoir entre Joe Biden et Donald Trump, soupçonné de vouloir réduire le soutien à l'Ukraine comme vu précédemment. Il faut savoir que l'Ukraine réclamait depuis de longs mois de pouvoir frapper des cibles militaires sur le territoire de la Russie pour dérégler la logistique de son armée, désormais appuyée par des milliers de soldats nord-coréens. Cette décision est un changement important dans la conduite des opérations ukrainiennes. Avec ses missiles d'une portée maximale de plusieurs centaines de kilomètres, l'Ukraine pourrait toucher des sites logistiques des forces russes et des aérodromes d'où décollent ses bombardiers. Selon le président ukrainien, cette étape déterminera qui l'emportera.
Il a aussi ajouté que l'Ukraine peut vaincre la Russie, même si c'est très difficile. De plus, il a reconnu pour la première fois que l'Ukraine pourrait devoir attendre l'après-Poutine pour rétablir son intégrité territoriale, alors que les Russes occupent près de 20% de la superficie du pays. Le 19 novembre, on apprend que l'Ukraine a frappé la Russie avec ses fameux missiles de longue portée américains. La Russie a alors promis une réponse appropriée selon ses termes, estimant que le conflit basculait dans une nouvelle phase et annonçant que les possibilités de recours à l'arme nucléaire étaient ainsi élargies, car pour le pays, ces missiles de précision américains ne peuvent pas être employés par Kiev sans l'aide d'experts et d'instructeurs américains. Le jour suivant, l'Ukraine fait de même, mais avec des missiles britanniques à longue portée, nommés Storm Shadow, après avoir obtenu le feu vert du Royaume-Uni. Ainsi, plusieurs missiles ont été lancés sur au moins une cible militaire russe. Ces missiles de croisière longue portée sont développés conjointement par le Royaume-Uni et la France et sont connus sous le nom de Scalp du côté français. Lancés depuis un avion de chasse, ils disposent d'une portée de plus de 250 km. Selon le Guardian, le Royaume-Uni a donné cette autorisation en réponse au déploiement de troupes nord-coréennes à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Cependant, contacté par l'AFP, le ministère de la Défense britannique n'a pas confirmé ces informations avant d'ajouter devant le Parlement ne pas vouloir dévoiler des détails opérationnels et que le gouvernement est déterminé à faire plus dans son soutien à l'Ukraine. Il faut savoir que plusieurs pays occidentaux, dont le Royaume-Uni, les États-Unis et la France, fournissaient déjà des missiles à longue portée à l'Ukraine, mais n'autorisaient pas leur usage en territoire russe. Ensuite, le 21 novembre, on apprend que l'administration Biden, pourtant critique des mines antipersonnelles en raison de leur danger pour les civils, a décidé d'envoyer ses munitions en Ukraine. Washington justifie l'envoi de ces armes par la nécessité de ralentir les troupes russes dans l'est du pays. Pourtant, un traité d'interdiction a été signé par 164 pays en 1997. Cependant, légalement, les États-Unis et la Russie ne sont pas tenus de respecter ce traité d'interdiction des mines antipersonnelles car ils ne l'ont jamais signé, contrairement à l'Ukraine. Toutefois, les États-Unis ont cessé d'utiliser des mines antipersonnelles en 1991, ont arrêté l'exportation en 1992 et leur production en 1997. Ainsi, les explosifs envoyés en Ukraine seraient donc des mines obsolètes encore dans les stocks américains. Mais année après année, le nombre de victimes de mines reste très élevé. Il faut savoir que ces mines américaines s'ajouteront aux mines russes et ukrainiennes déjà présentes sur le territoire ukrainien. En effet, selon le rapport de l'Observatoire des mines, l'armée russe utilise largement les mines antipersonnelles sur le territoire ukrainien depuis l'invasion de février 2022, avec au moins 13 types de mines antipersonnelles déployées. Pourtant, les conséquences à long terme dépassent les avantages militaires à court terme. Le problème est que des régions entières restent contaminées pendant de longues périodes, faisant des victimes longtemps après la fin des hostilités, comme l'explique Anne Herry, directrice du plaidoyer chez Handicap International. Par exemple, le Cambodge continue à souffrir des millions de mines disséminées sur son territoire depuis les conflits des années 1970 et 1980. D'ailleurs, plus d'une victime de mines antipersonnelles sur 10 était ukrainienne en 2023. Ainsi, avec 580 victimes, l'Ukraine était en 2023 le 4e pays le plus touché, derrière Myanmar, la Syrie et l'Afghanistan. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s'est voulu rassurant à cet égard, en expliquant que les mines seront différentes des mines déployées par la Russie, car les engins pourraient s'autodétruire ou devenir inactifs une fois déchargés au maximum 2 semaines après leur déploiement. Cependant, selon Handicap International, ces mécanismes d'autodestruction ou d'autodésactivation ne sont pas fiables à 100%. Ensuite, le 22 novembre, la Russie a tiré un missile hypersonique, conçu pour porter une ogive nucléaire appelée Oreshnik en direction de l'Ukraine. Une première. Ce dernier a touché une usine qui fabrique notamment des composants pour missiles à Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine. Le pays a ensuite assuré que cette frappe de missile était un avertissement à l'Occident qu'il qualifie d'imprudent.
Moscou a également assuré se réserver le droit de frapper les pays occidentaux qui autorisent Kiev à utiliser leurs armes sur le sol russe. Le jour d'avant, Poutine a fait une allocution surprise diffusée à la télévision russe où il avait estimé que le conflit en Ukraine avait désormais pris un caractère mondial, avertissant les Occidentaux que la Russie était prête à tous les scénarios. Il a ensuite ajouté qu'il est certain que les États-Unis ont compris ce message. Enfin, le 25 novembre, on apprend que l'envoi de militaires européens est en cours de discussion. Alors que le conflit russo-ukrainien dépasse les 1000 jours, les récents événements témoignent d'une escalade dangereuse et d'un tournant stratégique dans la guerre. Entre les défections croissantes dans les rangs ukrainiens, les autorisations inédites d'attaques sur le territoire russe et l'introduction de nouvelles armes controversées comme les mines antipersonnelles et les missiles hypersoniques, les enjeux dépassent désormais les frontières des deux pays. La guerre, déjà marquée par un lourd bilan humain et des conséquences environnementales dramatiques, semble s'enliser dans une nouvelle phase plus globale, où les grandes puissances redéfinissent leurs implications et leurs lignes rouges. Dans ce contexte tendu, l'avenir reste incertain. Si l'Ukraine lutte pour préserver son intégrité territoriale et son indépendance, elle doit également composer avec des forces militaires et politiques qui pourraient la dépasser. Du côté russe, les récents avertissements de Vladimir Poutine laissent entrevoir une volonté de dissuasion à l'égard des Occidentaux, ajoutant un risque accru de dérapages internationaux. Une chose est sûre, les mois à venir seront décisifs, non seulement pour l'issue du conflit, mais aussi pour l'équilibre fragile de la scène géopolitique mondiale.